Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous cet été, préparé par Joseph Ruiz, animé avec lui sur ces coulisses des Jeux Olympiques à Paris, bien sûr, mais dans toute la France aussi, on y reviendra. Alors on va parler Jeux Olympiques. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On va parler des commerçants, par exemple, on va parler de l'eau de la Seine, sécurité aussi avec la voie olympique sur le périphérique et sur l'autoroute 1, mais pas seulement, mais d'abord, on va parler du rugby. Parce qu'il y aura le rugby à 7 et il y a l'équipe de France de rugby à 7 qui va défendre nos couleurs dans les JO. Mais le rugby français, faut bien le dire, il est dans la tourmente. Et là, on va aller à Marcoussis. Et pourquoi on va aller à Marcoussis avec Antoine Mazère? Joseph, expliquez-nous. Et on va retrouver effectivement Antoine Mazère, envoyé spécial Sud Radio, car Florian Grill, président de la FFR, et Jean-Marc Lermé, vice-président délégué du haut niveau et officiel des matchs, ils ont tenu une conférence de presse au CNR de Marcoussis, au Centre national de rugby. Après l'affaire Argentine. Après l'affaire, effectivement, extra-sportive en Argentine, avec deux joueurs qui sont mis en cause, Oscar Jégou et Hugo Radou. Bonjour Antoine Mazère. Bonjour Joseph Ruiz, bonjour Thierry Guerrier. Bonjour. Que retenir du coup de l'intervention du président ? Oui, après le fiasco de la tournée en Argentine, l'heure était au bilan pour le rugby français. Une conférence de presse exceptionnelle organisée, comme vous le disiez, à Marcoussis, le siège de la Fédération française de rugby, par son président Florian Grill et Jean-Marc Lermé, un peu plus d'une semaine après les deux graves incidents qui ont touché le 15 de France. Florian Grill évoque une semaine dramatique pour le rugby français, dramatique pour les bénévoles et tous les acteurs du rugby français qui le composent. Le rugby, ce n'est pas ça, a affirmé le président de la Fédération française de rugby, affirmant qu'il y aura un avant et un après la tournée en Argentine. Concernant les deux joueurs qui sont encore en prison sur place, on parle de Hugo Radou, 20 ans, Oscar Jégou, 21 ans, suspectés de violences sexuelles, de viols aggravés par la présence de deux personnes. Il y a un respect absolu de la présomption d'innocence, mais il y a deux versions et les joueurs n'ont pas encore plaidé devant le juge, précise le président. Il faut faire confiance à la justice argentine. Il souhaite néanmoins que ces deux joueurs soient dans un environnement digne et sécurisé, en résidence surveillée. La famille des joueurs sont sur place avec la fédération et sont en contact quotidien avec eux. Voilà pour le volet judiciaire. Est-ce qu'il y a eu des annonces concrètes pour lutter pour que ces problèmes extrasportifs n'arrivent plus ? Le président souhaite ne pas avoir la main qui tremble pour sanctionner, car il en va de l'avenir de notre sport et de nos jeunes, a-t-il affirmé Florian Grill. C'est déjà le cas pour l'affaire Jaminet, par exemple, tolérance zéro. Par la suite, ce sera également tolérance zéro. Sanction financière, exclusion définitive de l'équipe de France. On adaptera la sanction en fonction des faits, mais la Fédération française veut marquer le pas. Notre mission, nous voulons mettre en place un rôle sportif, mais également un rôle citoyen. La cocaïne n'est pas festif, elle est mortelle, a affirmé Florian Grill. Il y aura beaucoup plus de contrôle après les matchs et également un plan justement pour lutter contre la drogue et notamment la cocaïne a été mis en place déjà par le président de la fédération dès son arrivée, mais veut continuer et veut aller plus loin avec la saison de rugby qui va arriver, la saison 2024-2025 qui commence dans moins de 2 mois maintenant, de Top 14 et de Pro D2. Allez, Antoine Mazère, donc en direct pour Sud Radio de Marcoussis, Sud Radio qui est la radio du rugby. Merci Antoine Mazère. On vous retrouvera avec Joseph Ruiz et Quentin Gérard à 12h30 dans notre journal spécial sport JO dans quelques instants pour l'actualité. Vous reviendrez en détail sur cette conférence de presse du président de la Fédération française de rugby. On l'entendra peut-être si vous nous permettez d'avoir quelques extraits sonores de son intervention. Et c'est reparti pour les JO dans tous leurs états. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors Joseph, comment ça marche les JO? De quoi on parle? Des commerçants déjà? Eh oui, parce s'il y a bien un secteur qui est dans tous ces états, ce sont bien les commerçants. Et on va accueillir tout de suite Thierry Véron, président de la FACAP, la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. Bonjour Thierry. Bonjour Joseph. Bonjour, et on est à 10 jours des Jeux Olympiques et les commerçants, vous êtes en train de vous préparer. C'est une organisation, on imagine, qui se peaufine, mais il y a quelques inquiétudes. Alors, il y a un guide qui vous a été donné par l'organisation des Jeux Olympiques. Éclairez-nous, ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce que dit ce guide? Ça va servir à quoi? Alors, en fait, ce guide, il est en fait la continuité des différentes réunions de préparation et d'information qu'on a eues, je dirais, depuis le mois de janvier-février. Dans ce guide, on a demandé à avoir un guide papier
parce qu'en fait, toutes les informations sur les voies de circulation et les transports en commun étaient faites de façon digitale, que ce soit SMS ou mail, etc. Donc on a demandé ce support de papier. Alors c'est un petit feuillet de 4-5 pages, avec au dos un QR code. Et en flashant ce QR code, on peut s'inscrire sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr, un site très important pour la circulation, notamment des clients, mais aussi des salariés de nos commerces et aussi des livraisons. Alors, il y a ce site-là, il y a le site Info Paris 2024, et il y a un autre site qui est spécifiquement réservé aux professionnels de la livraison et du transport, donc la logistique. C'est le site Jobtimise, qui donne, ou sur lequel on peut s'inscrire avec un numéro de tirette, et ça permet justement d'avoir des informations en temps réel, et on peut même carrément enregistrer son véhicule. Mais Thierry Véron, vous voulez qu'il serve à quoi ce guide? Parce que quel est votre problème au fond par rapport aux clients et à vos salariés et à vous-même et à vos commerces? C'est quoi? Vous voulez optimiser de quelle façon les Jeux Olympiques? Vous avez peur que les gens puissent plus venir chez vous? C'est ça votre sujet? En partie, il y a certaines zones où c'est très compliqué. Moi, j'ai même fait passer le message en disant vous avez un site internet, demandez à vos clients qui s'inscrivent sur ce site pour avoir un QR code et pouvoir venir chez vous. Parce que, alors, ça dépend des zones. Si on prend le cas, par exemple, des quais de Seine avec la cérémonie d'ouverture, il faut savoir que à partir du 18 juillet jusqu'au 26, la partie des quais de Seine va être très sécurisée. Donc, il va y avoir de grosses interdictions. Il y a certains clients qui pourront pas accéder, par exemple, à un bureau tabac pour aller acheter son paquet de cigarettes. Il y a des zones du coup qui sont difficilement accessibles. Il y avait aussi 6000 zones de travaux il y a un mois encore, 6336 pour être exact. Ça devait être arrêté le 15 juin. Est-ce que vous constatez véritablement une amélioration? Oui, tout à fait. En fait, ce chiffre, effectivement, j'avais récupéré auprès des services des travaux de la ville quelque chose qui était très important. Là, on peut s'apercevoir qu'il y a quasiment plus de travaux, ou s'il y a encore des travaux, ils sont arrêtés et sécurisés. Mais là, en fait, ils sont remplacés en gros un peu par toutes les barrières pour canaliser le public, les touristes. Donc c'est sur certains sites touristiques, certains sites olympiques, c'est un petit peu plus compliqué qu'ailleurs. Ouais, donc, on imagine. Il faut savoir, il y a une chose qui est très importante quand même, c'est qu'il faut dire aussi aux commerçants qui nous écoutent, c'est qu'en fait ça a été voté, il y aura une indemnisation qui pourrait être possible au cas par cas après les JO, en fonction de l'impact sur le chiffre d'affaires. À quelle hauteur? Alors là, j'ai aucun chiffre. C'est simplement que c'est quelque chose qui a été acté au niveau de l'État. Et il y a des secteurs en particulier qui vont être plus impactés que d'autres, selon vous, par le nombre de touristes qui était un peu plus élevé dans les espoirs qui étaient mis? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les secteurs qui seront les plus impactés, c'est évidemment les secteurs où il y aura des épreuves sportives. En fait, la préfecture de région a déterminé 5 zones principales avec Paris-Bercy, Paris-Port de Versailles, Paris-Centre, Paris-Nord avec l'Accor Arena. Et le 5e, je crois que c'est le Roland-Garros. Donc du coup, sur ces 5 secteurs, il va y avoir une emprise importante pour la sécurité de tous, aussi bien des athlètes que des touristes et que des visiteurs. Donc il y a quand même un service de sécurité très important. Et il y a aussi la grosse zone importante, c'est la cérémonie d'ouverture. Thierry Véron, vous êtes donc le président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. D'un mot, en conclusion, très court, si vous voulez bien, vous êtes plutôt inquiet ou vous espérez quand même bien pouvoir faire du chiffre d'affaires pendant ces JO à Paris? Je pense que le mot, c'est se saisir de l'opportunité des JO.
on les aura plus. Si on les a aujourd'hui, on les reverra plus jamais. Ouais, on capitalise dessus. Donc, il faut capitaliser dessus. Il faut savoir aussi que ce sera un héritage aussi derrière. C'est pas une insulte, mais c'est vraiment une réponse de commerçant. Merci Thierry Lévéron d'avoir été avec nous. On essaie d'en profiter et de faire entrer les gens dans nos boutiques. Et on vous le souhaite, c'est vraiment le minimum. Voilà. Merci Thierry Lévéron. On se retrouve tout de suite sur une autre question, celle du trafic. Est-ce qu'il va s'améliorer paradoxalement ou est-ce que Paris va être bloqué? Avec Joseph Ruiz dans un instant, les JO dans tous leurs états. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et avec Joseph, on essaye de vous présenter l'actualité, bien sûr, des JO. C'est parti, ça a commencé, l'actualité des coulisses des JO. Il y a une nouveauté qui est entrée en vigueur hier, Joseph. C'est cette voie olympique. Alors, c'est un terme un petit peu pompeux, mais c'est une réalité sur le périphérique de Paris. L'autoroute A1, peut-être l'autoroute A6 jusqu'à Orly. Il y a une voie réservée. C'est entré en vigueur hier, c'est vraiment nouveau. On va en parler tout de suite. Eh oui, parce que c'est un vrai sport olympique qui pourrait s'ajouter aux épreuves de rouler dans Paris. Et pour en parler, on accueille Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, elles viennent du coup d'entrer en vigueur, ces voies olympiques, des files réservées en région parisienne et notamment sur le périphérique. Est-ce que vous avez des premiers retours? Ça a l'air quand même de pas mal fonctionner. Eh ben, écoutez, c'est surtout que les gens ont quitté Paris, les Parisiens ont quitté Paris. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une vraie différence. Il y a moins de monde, ça c'est vrai. De ce week-end. Donc, on a tous été très sages, enfin tous, sauf nous, mais à l'association. Mais les gens sont manifestement partis. Donc, vous avez observé de très gros bouchons ce week-end. Mais résultat, dans la semaine, là, en tout cas depuis hier, les rues de Paris sont beaucoup plus sereines. Oui, d'accord, mais la question que vous pose Joseph Ruiz, Alexandra Legendre, c'est de savoir, il faut être un peu honnête intellectuellement. Moi, j'avoue que je suis très critique, comme parisien souvent, à l'égard d'Anne Hidalgo et de ses projets de circulation, et de David Béliard. Mais la réalité, pour avoir emprunté hier à 2 reprises au minimum cette voie olympique en taxi, vous voyez, je vous dis tout, ça fonctionne. Les gens la respectent et ça donne une certaine fluidité et ça va permettre une fluidité pour les athlètes, évidemment, pour les services de secours. Donc, reconnaissons que ça marche, non ? C'est surtout que si vous respectez pas ça, vous avez 135 € d'amende. Donc ça marche. La première motivation, c'est la répression qui marche. C'est pas l'objet, la philosophie, on va dire, de la démarche. Non, mais l'objectif, c'est qu'il y ait une fluidité pour les athlètes, pour les services d'urgence, pour les services d'organisation, et ça fonctionne, non ? Et la fluidité, elle est déjà réelle dans d'autres circonstances pendant l'été à Paris. À Paris, vous circulez bien plus facilement de toute manière en juillet et août. Je vois pas, je suis pas certaine, hormis effectivement la peur de prendre un PT, je suis pas sûre que ça change énormément de choses à la fluidité de la circulation en été à Paris. Question de Joseph on comprend bien effectivement que la mairie de Paris, pour vous, n'est pas vraiment l'ami des automobilistes. Il y a eu les fermetures des voies sur berge, les ZFE, les votations anti-SUV. Est-ce que vous avez été intégré à cette organisation des Jeux Olympiques ou pas du tout, ou pas assez à votre goût? Non, pas parce qu'on est une association nationale. Donc Paris, malgré tout, même si Paris a l'impression d'être un petit peu le nombril de la France, c'est pas complètement le cas. Donc nous, on s'occupe des gens qui ont besoin de leur voiture. Je vous rappelle que 80% des Français prennent leur voiture tous les jours. Et ces Français habitent rarement Paris intramuros. Bon, mais qu'est-ce que vous dites aux automobilistes finalement ? Vous dites prenez le périph' quand même parce que ça roulera, ce que j'ai constaté, ou au contraire il faut râler. Enfin, qu'est-ce que vous suggérez ? Et puis est-ce que vous allez mesurer la réalité de l'impact de cette voie olympique ? Mais de toute façon, nous, on n'a pas accès aux chiffres. Donc la mairie de Paris en dira bien ce qu'elle veut de ces chiffres-là. On sait toujours que y a toujours des manières différentes d'interpréter les chiffres. Nous, ce qu'on craint, c'est la pérennisation de ces mesures. C'est-à-dire qu'on imagine des voies... une voie qui resterait en permanence après. Ouais. Exactement. Et ça, je vous invite à surveiller la circulation le jour de la rentrée début septembre. Et on verra à ce moment-là si effectivement c'est aussi... Mais pourquoi vous la redouteriez, cette pérennisation ? Pourquoi vous la redouteriez ? Parce qu'il y a plein de gens, encore une fois, qui ne vivent pas forcément à Paris intramuros, qui ont besoin de leur voiture pour aller à Paris, pour traverser Paris, ne serait-ce que parce que vous avez des horaires décalés
ou que votre ville de banlieue un peu lointaine est mal desservie par les transports en commun. Vous savez, personne ne prend la voiture pour rouler dans Paris avec la fleur au fusil et de gaieté de cœur. On le fait parce qu'on est contraint. Et le problème de toute la mise en place de ce qui rendra la vie la plus difficile aux automobilistes dans Paris, c'est pas forcément, et loin de là même, de ce qu'on observe avec nos sympathisants, c'est largement pas suffisamment compensé par des transports en commun de qualité et par un usage, mettons, du vélo qui convient à tout le monde. Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, vous êtes avec nous sur Sud Radio. Le parti écologiste avait tenté de carrément faire interdire la voiture pendant les JO, alors ils n'avaient pas réussi. Europe Écologie Les Verts. Exactement, alors est-ce que vous pensez qu'ils vont un peu revenir à la charge? Est-ce que vous avez des bruits comme ça? Est-ce que ça peut être aussi le cas dans d'autres villes? De toute façon, à la mairie de Paris, c'est un objectif flagrant. Assumé. Oui, complètement assumé. Il y a effectivement d'autres villes qui sont aussi caricaturales. Je pense à Lyon, à Grenoble, à des villes qui sont de toute façon gérées par des écologistes qui sont extrêmement convaincus par le bien fondé de leur démarche. Moi, j'ai aussi des chiffres à leur opposer qui émanent du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques. Eh bien, pour vous donner un exemple, le véhicule individuel, donc la voiture en gros, à l'échelle française, c'est 73% des kilomètres de déplacement, mais ce n'est que 48% entre guillemets des victimes, des décès. Donc il se trouve que la mise en place d'engins de circulation doux, comme on dit, elle a une conséquence assez dramatique, c'est que, je vais enfoncer une porte ouverte, mais vous êtes moins en sécurité en vélo ou en trottinette qu'en voiture. Donc ce qui n'a pas été fait, si vous voulez, c'est la sécurisation de ces engins de déplacement avant de les généraliser tel que ça a été fait aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a à Paris, moi je vis à Paris, je vois bien la totale décontraction de très nombreux cyclistes et usagers de trottinettes vis-à-vis du code de la route. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on les oblige un petit peu à mieux connaître le code de la route et pas forcément pour leur cohabitation également avec les automobilistes. Ça va aussi avec donc, la cohabitation avec les piétons. Le vélo dans Paris, c'est plus dangereux que la voiture pour vous? Évidemment, si vous voulez, un automobiliste, lui, il est protégé. Ça, là-dessus, évidemment que c'est moins dangereux d'être dans une voiture. Mais l'automobiliste, lui, il a étudié le code de la route et pour pas prendre de pédé, il le respecte au mieux. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais il fait de son mieux. On voit bien les usages pour les personnes qui utilisent d'autres moyens de transport dits doux. Que le code de la route, il n'a pas été complètement bien intégré et que ces gens-là se mettent en danger en ne mettant pas de casque, en n'allumant pas ses feux la nuit, en écoutant de la musique dans ses écouteurs. Ça, c'est des comportements très dangereux. Ce sont, Alexandra Legendre, les JO dans tous leurs états avec cette question de la circulation, et on pourrait dire que c'est Paris et même la circulation automobile en ville dans tous leurs états. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On parle même pas de toutes les lignes de bus dont la régularité a été complètement explosée par les JO. Elles sont coupées au milieu. On ne sait plus s'il y en a pas. Enfin, en ce moment, c'est un grand foutoir dans Paris à cause de ça, c'est vrai. Mais bon, ces voies sur le périphérique, il faut reconnaître que pour l'instant, ça a engendré une certaine fluidité. Merci Alexandra Legendre d'avoir été avec nous. On poursuit avec ces JO dans tous les états, dans tous leurs états, avec Joseph Ruiz dans un instant et Quentin Gérard dans l'actu immédiate des JO et du sport. C'est tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et avec Joseph, on essaye de coller au plus près de l'actualité la plus chaude des JO. On donnera les résultats sportifs, bien sûr, quand ça aura commencé. Mais là, on est dans les coulisses, surtout des Jeux Olympiques. Mais aussi, vous le savez, Sud Radio, c'est la radio du rugby. Alors, on va, avec Quentin Gérard, évoquer les infos sport, JO et rugby ce matin, parce que il y a eu, d'abord, on va en parler, la conférence de presse du président de la Fédération française de rugby qui vient sur l'Argentine. Bien sûr, et le drame argentin. Un concert gratuit de Slimane, deuxième titre pour les JO. Et puis, la qualité de l'eau de la Seine, on va en reparler. Joseph. Et donc, ça s'est terminé il y a quelques instants, Quentin. Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, a tenu une conférence de presse. Oui, il est revenu sur les différents événements extrasportifs du rugby français et surtout l'affaire autour d'Hugo Oradou et Oscar Gégou, accusés de viol par une femme en Argentine.
Cette succession d'affaires est dramatique pour la plaignante, que nous avons souhaité avec Jean-Marc écouter dès le premier jour. Dramatique pour les 2 joueurs et leurs familles, avec qui nous avons cessé d'échanger. Dramatique aussi pour le rugby, qu'il soit professionnel ou amateur. Dramatique pour nos 2000 clubs engagés. Dramatique enfin pour tous les bénévoles qui s'échinent à construire des parcours de vie et qui peuvent attester que le rugby, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Oui, c'est moi qui reprends, pardon, mais pourquoi ? Parce que je voulais souligner le caractère grave quand même de ce que dit Florian Grill, le président de la Fédération française. Oui, puis Florian Grill le continue après. Le staff de l'équipe de France n'a pour lui aucune responsabilité dans cette affaire. Ce sont les joueurs qui n'ont pas respecté le cadre, ce sont ses mots. Il a aussi annoncé que leur audience initialement prévue dans 10 jours pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Et un peu plus joyeux, avant les Jeux Olympiques, le chanteur Slimane va donner un concert gratuit à Saint-Denis. Dites-nous en plus. Oui, Slimane. C'est beau. Oui, ce sera le 26 juillet vers 16h30 à l'occasion du relais de la flamme olympique qui sera dans la ville juste avant de partir sur les bords de Seine pour la cérémonie d'ouverture. L'artiste qui a représenté la France à l'Eurovision se produira une 30aine de minutes en présence d'un orchestre symphonique et de quelques invités surprises. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'en Seine-Saint-Denis, le concert sera retransmis en direct sur France 2. Et Quentin, à quelques jours des Jeux, la Seine serait désormais baignable selon la dernière étude de Surfrider. Oui, l'ONG a réalisé des relevés le 4 juillet dernier. Les concentrations en bactéries sont pour la première fois en dessous des seuils préconisés, donc tout va bien. Pour l'instant, la Seine pourra accueillir les nageurs fin juillet pour les épreuves de triathlon et de natation. Ces résultats tranchent avec la dernière étude dévoilée en avril. Surfrider avait pointé un état alarmant des eaux avec des mauvais résultats sur 13 des 14 mesures. Ça fait plus d'1 an que des travaux ont été entrepris pour arriver à ce dernier résultat, pour une facture avoisinant les 1,4 milliard d'euros. Et si vous voulez vérifier par vous-même la qualité de l'eau, c'est possible. La météo de la Seine est désormais disponible sur le site internet de la mairie de Paris. Oui, on comprend mieux, j'allais dire pas folle, la guêpe. La guêpe, c'est Amélie Oudéa-Castéra. Elle a eu sans doute l'étude de Surfrider en main avant de faire son plongeon. Merci, Quentin Gérard. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors là, on va parler justement de l'eau de la Seine. Quentin Gérard nous parlait d'une météo de l'eau de la Seine. Se baigner dans la Seine, c'est donc plus un danger. Et notamment, ce ne sera pas un danger pour les athlètes, Joseph ? Oui, exactement. Et on va en parler avec Jean-Claude Oliva, qui est directeur de la coordination Eau Île-de-France. Bonjour. Oui, bonjour. Alors ça a été une surprise ce matin parce que la Seine serait désormais baignable. Les études dont on vient de parler de l'ONG spécialisée Surfrider seraient rassurantes. Alors il y a Tony Estanguet qui va accompagner Anne Hidalgo pour une baignade, c'est demain. Alors Jean-Claude Oliva, est-ce que ça y est, on ne s'inquiète plus pour eux ? Ouais, moi je crois que les résultats sont quand même beaucoup plus mitigés. Quand on regarde la météo de la Seine communiquée par la ville de Paris, on voit que la qualité de l'eau est parfois bonne, elle est parfois mauvaise et elle est le plus souvent très très moyenne. Donc voilà, s'il s'agit de se baigner devant les caméras pendant quelques minutes avec sa combi, il n'y a pas de risque. S'il faut y rester plus longtemps, des dizaines de minutes, c'est quand même un peu plus problématique. Je vois d'ailleurs que le médecin de l'équipe de France de triathlon a déclaré que il y aurait pas d'entraînement, il y aurait pas de repérage pour minimiser les risques. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que effectivement, alors il y a 3 épreuves qui sont dans la Seine pour être exact. Il y a le triathlon 1,5 km dans la Seine. Il y a la natation en eau libre et là on parle de 10 km au programme et il y a aussi le triathlon des Paralympiques. Vous êtes du coup beaucoup plus mitigé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut faire confiance. C'est pas un petit plongeon. Hein. Exactement. C'est pas Oudéa Castéra ou Hidalgo ou Estanguet à l'eau. C'est 10 km. Faut fort avec les poumons qui prennent tout. Ouais, exactement. Alors du coup, allez-y. Ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a des petits épisodes pluvieux, la qualité de l'eau se dégrade. Et encore, les épisodes qu'on a eu jusqu'à présent, on a l'impression qu'il pleut beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de quantité d'eau là. Là, on a eu un épisode le 2 juillet où il y a eu 6 mm d'eau en 24 heures. Mais un orage, une pluie orageuse, ça peut être 8 mm d'eau en 1 heure. Et donc là, je peux vous garantir que la qualité de l'eau de la Seine, elle va aller très, très rapidement, elle va se dégrader. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne faut faire confiance qu'au relevé de la mairie de Paris ? Il faut la mairie de Paris avec 3-4 jours de retard, on a les relevés bien sûr réels et donc on peut les regarder. Mais enfin voilà, moi je crois que la qualité de l'eau
pour ce qui est de la baignade, reste problématique. Alors, peut-être moins pour des athlètes, parce qu'ils sont en forme olympique, voilà, si vous permettez le jeu de mots. Mais quels sont les risques pour eux quand on se baigne dans la Seine de manière prolongée et quand on fait, par exemple, 10 km pour la natation en eau libre? Les risques, c'est les gastro-entérites, c'est les otites, c'est des irritations cutanées. Tous ces risques-là sont bien réels. C'est le maximum, ça? Peut-être pneumonie aussi, je sais pas, je suis pas médecin. On est en train de faire, on a l'air de se gausser des plongeons d'Amélie Oudéa-Castéra et puis à venir demain peut-être d'Anne Hidalgo, mais enfin on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire que il faut mettre les athlètes sous antibiotiques dès qu'ils sortent après 10 km d'épreuve. Je crois que même avant, ils ont des vaccins que la plupart des gens n'ont pas, comme contre la leptocirrhose par exemple. Ils prennent des probiotiques, voilà, exactement. Ils prennent des probiotiques. Enfin voilà, eux sont vraiment très très soutenus. Et puis après, ils sont suivis aussi. Heureusement pour eux. Jean-Claude Oliva, qu'est-ce que c'est la coordination Eau-Île-de-France dont vous êtes le directeur? C'est une association qui regroupe des usagers, qui regroupe des associations locales, qui regroupe aussi des collectivités, qui agit pour la gestion publique de l'eau, mais aussi pour sa qualité, pour le droit humain à l'eau aussi en général. Alors la tendance, en tout cas, était à l'amélioration, on va dire, sur la qualité de l'eau de la Seine. Maintenant, à quel prix? Quels ont été le prix des infrastructures pour que Amélie Oudéa-Castéra puisse se baigner? Oui, puis on dit tout le temps, Jean-Claude Oliva, que ça a coûté beaucoup d'argent, mais on a mis de l'argent où et pour faire quoi? On n'a pas compris ça. Voilà, donc ça a coûté à environ 1,5 milliard d'euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup cet argent, il vient des usagers de l'eau potable. C'est-à-dire en fait... Les bassins d'eau, c'est ça. Voilà, c'est l'agence de l'eau, l'agence Seine-Normandie, qui a versé beaucoup d'argent. Et cet argent-là, il vient de la facture des usagers de l'eau. Donc voilà, c'est vous, quand vous consommez de l'eau, vous allez payer. Bon, mais d'accord, mais il a servi à quoi cet argent? On a modifié des bassins de rétention? On la purifie? Qu'est-ce qui se passe? Il a servi à plusieurs choses. Il a servi, par exemple, à la création du bassin d'Austerlitz, qui à mon sens, n'est pas quelque chose de très efficace. Donc ça, c'est 100 millions d'euros. Retenir de l'eau, ça fait cher. Voilà, on retient de l'eau pour qu'elle soit rejetée en différé dans le réseau d'assainissement, pour éviter que le réseau d'assainissement déborde. Il y a aussi de la désinfection qui est mise en place à l'usine du SIAP de Valenton. Ça, c'est plutôt une action pas très chère et plutôt efficace. C'est bien. Après, il y a toute une campagne pour les mauvais branchements, pour réduire les mauvais branchements. C'est-à-dire qu'aux endroits où il y a des branchements séparatifs, c'est-à-dire où on a à la fois un réseau d'eau usée et puis un réseau d'eau pluviale, on constate que parfois, il y a des eaux usées qui vont dans le réseau d'eau pluviale et qui après vont directement dans les cours d'eau. Donc ça, c'était un énorme travail dont on ne sait pas très bien s'il a été jusqu'au bout ou non, parce que au départ, on disait qu'il y avait 23 000 mauvais branchements à refaire, donc en amont de Paris, sur la Seine et sur la Marne. Et là, maintenant, on nous dit qu'en fait, c'était pas 23 000, mais c'était entre 63 et 126 000, qui change complètement la donne. Et de toute façon, sur les 23 000, on nous dit qu'il y en a 13 000 qui ont été refaits. Oui, donc vous nous dites que les investissements ont servi notamment à rendre plus propres les branchements d'eau usée ou l'arrivée d'eau usée dans la Seine, pour les réduire et pour réduire sa nocivité. Les mauvais branchements. Voilà, Joseph Ruiz, sur un autre sujet. Il y a aussi la question du débit. Jean-Claude Oliva, on rappelle, vous êtes directeur de la coordination Eau-Île-de-France. La question du débit. Mettons-nous à la place des triathlètes ou même du nageur en eau libre. Est-ce qu'il y a beaucoup de courant dans la Seine? Oui, tout à fait. Là, on est sur des débits. Là, j'ai vu ces jours-ci, il y a eu un débit à 550 mètres cubes par seconde. D'habitude, à cette période de l'année, on est à 100 ou 150 mètres cubes seconde. Ah oui, 5 fois plus. 5 fois change, plus. Oui. Ça change complètement la donne. Mais ils vont être accompagnés quand même, les athlètes. Ils prennent pas trop de risques, si? Non, je pense que les athlètes, c'est sécurisé pour les athlètes. Mais enfin voilà, moi je dis ça aussi pour qu'il y a personne qui se dise je vais faire une tête comme ça, je vais faire un plongeon dans la Seine. Faut pas qu'on joue à ça. Voilà, je crois pas. Et on le rappelle, du coup, le président du comité d'organisation Tony Estanguet et le préfet même de la région Marc Guillaume accompagneront la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ils vont se baigner avec elle. Oui, ils vont se baigner avec elle, ce qui est plutôt, Jean-Claude Oliva, une bonne chose en termes d'exemplarité.
C'est sûr, mais enfin voilà, eux ne risquent pas grand-chose. Hein. Ils vont y rester quelques minutes. Voilà, ils auront des conditions, et c'est tant mieux. Hein. Ils auront des conditions de sécurité. Faut leur faire faire 10 km en fait. Faut leur faire faire 10 km. Joseph lance un défi à Anne Hidalgo. Ils resteront plus longtemps devant les caméras hors de l'eau que dans l'eau. On nettoie les lèvres après, un petit coup de whisky en plus pour le WC. Dites-moi juste une question quand même qui est pas anodine. Et vous, Jean-Claude Oliva, vous baigneriez dans la Seine ? Dans la Seine, là, dans Paris, non. Mais par exemple, je pense qu'on peut se baigner sur le bassin de la Villette, où la qualité de l'eau, d'ailleurs, où il y a, avec Paris Plage, où il y a depuis plusieurs années des piscines dans le bassin de la Villette, et où la qualité de l'eau est meilleure. Ce qui est une réussite du coup de la mairie de Paris aussi, le bassin Absolument. de la Villette. Absolument, oui, tout à fait. C'est une espèce de grande piscine. Moi, j'osais pas plonger. J'habite pas loin. On peut vraiment plonger dans le bassin de la Villette ? Vous croyez que Absolument, oui, non, mais c'est là pour le coup, c'est très sécurisé. Et puis il y a des analyses quotidiennes et ça fait plusieurs années. C'est pas la même eau que la Seine. Hein. Ah ouais. Voilà, il y a pas autant de rejets polluants sur le canal de l'Ourcq. Voilà, c'est pour le coup. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les épreuves des JO n'ont pas lieu là, parce que c'est quand même dans Paris aussi, et c'est une autre qualité d'eau. Peut-être pour l'emplacement des caméras, quoi. C'est peut-être plus c'est simple. pas faux. Et pour aussi le global, le paysage qui va accompagner aussi notamment les triathlètes. J'ai déjà fait un triathlon dans la Seine, c'était du côté de Sartrouville. Alors je sais pas, Jean-Claude Oliva, s'il y a vraiment des grandes différences dans les relevés bactériologiques de l'un ou de l'autre, mais c'est un peu plus en amont de la Seine. Mais j'avais signé une décharge d'ailleurs pour pouvoir faire ce triathlon. Témoignage en direct d'un athlète au micro de Sud Radio. Jean-Claude Oliva, merci infiniment. Vous êtes directeur de la coordination au Île-de-France. On retient que vous baigneriez peut-être pas, en tout cas sur Paris même, sur la Seine. On retient aussi que Joseph Ruiz a lancé un défi à Anne Hidalgo qu'elle fasse les 10 kilomètres. Merci, on vous rappellera peut-être pendant ces JO, parce que si par exemple il pleut trop, eh bien ça peut vite changer, on a bien compris. Et la directrice des sports des JO a dit ça pourrait être annulé les épreuves, ce qu'on souhaite pas, bien entendu. Merci encore à vous. À tout de suite. Merci. On se retrouve tous ensemble pour les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et vous le savez, nous essayons de vous tenir au plus près de l'information, de l'actualité des Jeux Olympiques, la réalité sportive, les événements, les faits divers, et puis bien sûr les coulisses avec Joseph Ruiz. Et alors, dans cette actualité, il y a évidemment hier, vous allez me dire que c'est pas les JO quand même, il y a dans Paris, gare de l'Est, ce personnage qui agresse, qui attaque un des soldats de Sentinelle et qui lui lance un coup de couteau à l'épaule. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que ça fait partie tout de même de ces événements dont on parle déjà dans les médias d'info continue. Eh oui, ailleurs, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Italie, dans le reste de l'Europe, et ça peut peut-être dissuader, donner une mauvaise image de la France déjà et de Paris. Alors ça, c'est un des sujets, une des rubriques de cette émission, les JO dans tous leurs états sur Sud Radio. Joseph Ruiz, vous vouliez qu'on en parle ce matin absolument, et avec un regard qui n'est pas un regard francophone. Le regard d'un journaliste et écrivain britannique qui est avec nous, Stephen Clark. Bonjour Stephen. Bonjour. Bonjour, et donc vous êtes auteur d'un roman qui s'appelle God Save la France. Alors dites-nous, est-ce que l'image de la France en ce moment, elle est écornée vue de l'étranger ? Moi, c'est vrai qu'en ce moment, on regarde un peu avec un œil humoristique la France, parce que vous savez, nous on a eu des élections. Et genre 20 minutes plus tard, il y avait un Premier ministre et puis un cabinet de déjà 10 ministres. Et là, ça fait quand même un certain bout de temps et vous n'avez personne. Donc ça confirme tous les vieux clichés sur la France et une certaine inefficacité. Ce que moi je trouve est complètement injustifié, mais là en politique, donc on trouve ça un peu amusant. Beaucoup de visiteurs ont été très découragés par les prix des logements qui à un certain moment. Apparemment, il y en a plein qui sont vides parce que les Anglais ont vu des prix mais incroyables pour louer. C'est la première raison pour laquelle les Anglais sont moins venus à Paris. Oui, parce que c'est tellement cher et puis l'économie britannique ne va pas très bien en ce moment et donc pour les Anglais ça compte énormément. Donc je
pense que ça décourage les gens. Apparemment, les prix vont baisser là, mais les transports aussi, ça coûte une fortune. Oui, après, faut pouvoir en plus s'organiser. Donc, vous nous avez parlé d'une situation politique, d'une situation aussi financière. Est-ce que ce dont Thierry Guerrier vient de parler, c'est-à-dire cette attaque, notamment d'un militaire gare de l'Est hier, rentre aussi ça vous inquiète en cause? Est-ce que ça inquiète vu de l'extérieur? Oui, c'est vrai que chaque fois que moi j'habite à Paris, vous savez, donc chaque fois qu'une voiture est brûlée dans la grande banlieue nord de Paris, mes amis disent oh là là, comment ça va chez toi? Et je dis mais c'est loin. Ou même quand il y a des grandes manifestations à Paris, on sait que les manifestations ont une route, un chemin. Et donc, il y a des émeutes à la fin, d'habitude. Mais c'est très localisé. Mais c'est vrai qu'à Paris, n'a pas une très bonne réputation parce que dans la presse étrangère, tout ce qui se passe comme ça, c'est comme si tout le pays était en flammes. Ouais, et cette mauvaise réputation, Stephen Clark, est-ce que elle est finalement assez récente? Elle date de cette année, ou est-ce que il faut remonter un peu plus loin? Est-ce que en gros l'image de la France est en train de s'écorner, ou on a toujours imaginé ça, une France où il y a des émeutes? Vous savez, ça date un peu de 1789. Hein. Vous avez fait des. Ah, vous n'aimez pas qu'on coupe la fête des rois, vous, hein? Il y a eu quelques troubles cette année-là, et depuis. Non, mais non, c'est vrai que je pense que depuis mai 68 et tout ça, et surtout depuis quelques années avec les gilets jaunes, on a vu un peu que ça dans la presse étrangère, les émeutes et tout ça. Et c'est vrai que chez nous, les manifestations sont plus ou moins paisibles et un peu festives. Et il y a très rarement des émeutes à la fin. Et il nous arrive d'avoir des super graves émeutes, mais on semble les oublier plus vite que la France. Mais c'est vrai que vous savez, la vision de l'Arc de Triomphe avec la gaz lacrymogène tout autour, c'est très photogénique. Donc forcément, ça passe sur Internet absolument partout et ça donne une mauvaise impression de Paris. Alors, les Anglais et les Britanniques notamment ont organisé les Jeux de Londres. Les Jeux à Paris vont avoir lieu. Est-ce qu'on a l'impression que les Français organisent normalement et bien ces Jeux? Oui, on sait que, par exemple, les Anglais ont été super impressionnés par la rapidité avec laquelle vous avez construit le Stade de France. Parce que nous, on a démoli Wembley, notre grand stade, et il nous a fallu 10 ans pour remplacer ça. Et pendant un certain temps, l'équipe d'Angleterre jouait au Pays de Galles au lieu de jouer en Angleterre. Donc ça date de 98, on le rappelle, la construction du Stade de France. Et ça a été réalisé évidemment pour la Coupe du Monde. Est capable de construire des beaux bâtiments, d'organiser des grands événements. Mais il faut dire que la finale de Champions League où les fans de Liverpool ont été maltraités, c'était quand? C'était il y a 2 ans? Et la finale de la Ligue des Champions, c'était il y a 1 an et demi. 1 an et demi, oui. Ça a fait une très mauvaise réputation parce que ces fans de Liverpool de nos jours, c'est des gens c'est des familles entières qui ont voyagé à Paris pour voir cette finale. Et certains, on le rappelle, ont eu peur de mourir en étant devant ce Stade de France. Oui. Les supporters anglais qui ont été mal reçus en France. Oui, et ça a été donné un peu une mauvaise impression. C'est pas digéré aussi, ça, en Grande-Bretagne? Moi, j'ai parlé assez récemment avec un fan de Liverpool en Angleterre, et à propos de rien, il me disait oh là là. Paris, j'ai des copains qui ont beaucoup souffert, qui n'ont même pas vu le match et ils avaient dépensé une fortune. Donc, oui, ça n'a pas été digéré encore. Non, mais pour vous dire la vérité, Stephen Clark, j'avais eu le privilège, parce que je considère que c'est un privilège, de pouvoir aller assister au début des JO à Londres, et notamment dans le grand stade, d'assister à la cérémonie d'ouverture, dont je dois dire je m'étais dit, mais qu'est-ce que je les aime, c'est mes cousins, ils sont trop forts, quoi. La musique, leur culture, l'humour, la capacité à mettre en scène la reine. On a vraiment réconcilié la France et la Grande-Bretagne. Ah ouais, là, j'ai envie d'être anglais, quoi, d'être britannique. Bon, cela dit, l'idée, c'est de s'inspirer un peu de ce que vous avez réussi à faire. L'accueil, c'était formidablement souriant, d'ailleurs, à Londres, hein, de ce que vous avez réussi à faire à Londres pour Paris. Et on se dit, on espère, au fond, si on est un peu patriote ou en tout cas un petit peu chauvin, on se dit, on espère qu'il y aura pas trop d'eau et qu'on pourra faire sur la Seine, parce que ça risque d'être magnifique quand même, cette cérémonie sur la Seine.
Oui, et c'est vrai que de nos jours, moi j'ai même des amis anglais qui viennent à Paris et ils disent oh là là, chaque fois que j'essaie de pratiquer mon français, on me répond en anglais. Il y a toute une génération de Français maintenant qui sont super capables d'accueillir des touristes partout. Et je pense que l'accueil des Parisiens, de ceux qui travaillent au jeu, c'est sûr que ça va être super. Ça, je pense pas que les gens doutent dessus. Donc on est moins vus comme des râleurs alors. La sécurité. On est moins vus comme des râleurs. Oui, malheureusement. Les froggies. Oui, ça gâche votre réputation. Je sais que vous êtes fiers d'être des râleurs, mais non, il suffit. Faut pas que ça change, ça. Oui, une bonne manifestation lors de la nomination du Premier ministre et ça rétablira votre réputation. Ne vous inquiétez pas. Effectivement. Et Stephen Clark, on rappelle, vous êtes journaliste et écrivain britannique. Vous vivez en France, à Paris. Vous êtes auteur du roman God Save la France. Bon, on imagine que dans votre vision, vous l'avez dit et redit, on est admiré, on est idéalisé, on est rêvé. Est-ce que quand même, vous dites aux Français et au personnel politique, attention à ne pas non plus faire n'importe quoi. Cette image de la France et de Paris, elle n'est pas non plus éternelle. Ah non, si. Je pense que l'image de Paris est éternelle. Ça fait complètement fantasmer absolument partout dans le monde. L'idée de... voilà un Anglais qui vote Hidalgo, dis donc. Non, je rigole. Ouais, non, c'est vrai. Non, j'ai remarqué absolument partout où je suis allé dans le monde pour parler de mes livres, où je parle de Paris parce que j'habite ici, les gens sont tous fascinés par la France. Et on rêve tous de savoir commander dans un restaurant français, de s'habiller comme des Français. Ça, il n'y a pas de problème. Mais... non, ça c'est éternel. Le problème, je pense que c'est plus c'est vrai que côté politique, il y a très souvent des émeutes, mais je pense que les politiciens de n'importe quel pays sont pareils. Ils pensent à eux-mêmes à être élus et c'est tout. On a juste une question avec Joseph Ruiz à vous poser. On se demandait tout à l'heure en discutant, est-ce que, au fond de lui-même, s'il est honnête, juste en quelques mots, pour conclure, Stephen Clark, est-ce que quand il a ses cousins, ses copains de Londres au téléphone, il leur dit, allez venez, ça va être formidable les jeux. Vous leur dites de venir ou pas? Ou vous leur dites, ah non, fais gaffe, reste à la maison. Soyez sympa, dites-nous la vérité. La vérité, c'est que je suis anglais, mais je suis aussi parisien, donc je suis le pire râleur de la planète. Ça veut dire que moi, je suis en train de dire, il y aura trop de monde dans le métro et puis on ne pourra pas circuler et tout ça. Et donc, pour tout avouer, demain matin, je pars pour Londres. Voilà. Voilà, ça c'est pas sympa. Stephen Clark, qui est journaliste et écrivain britannique, auteur du roman God Save la France, mais qui est un Parisien, qui va filer quelques jours se reposer à Londres. C'est dommage, il aurait pu rester avec nous. Non, je plaisante avec Stéphane Ruiz. Merci, on se retrouve demain pour les JO dans tous leurs états, notre nouveau rendez-vous dans ce 10-13 sur les grands débats de l'été. Je voudrais remercier Jamel Abdelhak, Thibaut Stadler qui ont réalisé cette émission ce matin, et puis Amélie Béguin et Joseph Ruiz qui l'ont préparé avec moi. On est ravis de vous avoir avec nous. Restez avec nous sur Sud Radio. On va dans un instant revenir sur les clés d'une vie. Ce sera une jolie surprise. À tout de suite. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.